Bienvenue mesdames et messieurs, merci de nous préférer sur Espace TV. L'équipe donc d'Espace TV, d'Espace FM est encore présente en terre malienne, en marge de la tenue de la présidentielle. Nous avons fait une belle rencontre, celle d'un homme, je dirais une mémoire vivante de la transition militaire en Guinée. Idrissa Chérif, conseiller spécial de Dadis à l'époque, a accepté donc de nous accorder une interview ici à Bamako. Il nous reçoit donc. Bonsoir monsieur Chérif. Bonsoir, monsieur Moïse Moussa. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, c'est quand même étonnant pour nous autres journalistes venus ici à Bamako couvrir le scrutin présidentiel de rencontrer un compatriote, un Guinéen, qui n'est pas non plus un citoyen lambda parce que vous avez été quand même conseiller spécial du capitaine Dadis sous la transition. Alors, la question... Et ministre encore. Ministre encore. La question que je pose, honnêtement, c'est qu'est-ce que vous faites ici? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez. Et je suis aussi très heureux d'avoir ce contact, je dis bien ce contact direct entre vous et moi, surtout avec Espace FM, que je salue personnellement, profitant pour saluer mon frère et ami Lamine Girassi, avec qui j'ai eu quelques entretiens il y a quelques années sur Espace FM, surtout sur les grandes gueules. Et encore une fois, je vous retrouve ici à Bamako. Bon, plus particulièrement, je suis à Bamako pour soutenir la candidature de mon frère et ami, Soumaïla Cissé, auquel nous sommes du même bord politique. N'est-ce pas? Donc, vous savez que je suis président d'un parti politique, le FPG, qui est le Front Patriotique Guinéen, mais que j'ai mis véritablement en veilleuse, auquel j'ai mon vice-président Dopavogui, qui gère certainement certaines structures avec. Et pour moi, je pense que je suis à Bamako. Donc sur invitation de Soumaïla Cissé? Le soutien sur l'invitation de Soumaïla Cissé. Mais vous savez, Soumaïla Cissé, je l'ai connu à travers mon jeune frère et mon ami, qui est Doré Diabati, qui est président d'un parti politique en Guinée, que j'ai dirigé ses pas politiques quand nous étions aux affaires. Très jeune étudiant, mais qui venait me voir à tout moment où moi j'étais ministre. Et je les ai soutenus dans leur organisation, la cause jeune. Et on n'a jamais coupé les rapports. Et quand il a eu ces rapports avec Soumaïla Cissé, automatiquement, il a dit « Ah, j'ai un grand frère qui est à Dijon et je souhaiterais que vous soyez ensemble. » Et voilà les contacts qui ont été créés et ces contacts sont allés très loin. Vous connaissez, on sait que ce n'est pas juste une présence physique de M. Idrissa Chérif auprès de Soumaïla Cissé. Vous êtes un homme de réseau, un homme de dossier. Alors, vous lui apportez quoi concrètement? Vous savez que j'ai fait les Sciences Po comme formation. Après mon cycle d'ingénieur, j'ai fait une maîtrise en sciences politiques, une licence en sciences politiques et une maîtrise en sciences politiques. Donc je lui apporte quelques conseils d'usage. Et Soumaïla, c'est un technocrate. Bon, et nous avons fait la politique depuis l'école, depuis l'université, on est dans la politique depuis le collège, le lycée, auquel j'ai milité dans certains mouvements estudiantins, comme le MEUSI, le mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire, et voilà, à peu près. Mais je pense que je suis là pour le soutenir. J'étais là à son investiture et j'ai même rencontré le président Selou et le chef de file de l'opposition du Burkina Faso, Zéphirine Zabré. Et je pense que nous avons beaucoup changé sur beaucoup de choses. Alors, vous voyez comment l'issue de ce scrutin, Soumaïla vient en seconde place. Ce n'est pas une première pour lui, il a toujours été deuxième parce que c'est sa troisième tentative. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il a des raisons d'être optimiste? Bon, de toute manière, je pense qu'en politique, on ne crée pas un parti politique où on ne devient pas une élection présidentielle pour échouer. Donc il a aussi ses chances. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Vous l'avez suivi partout, vous pensez qu'il a l'assentiment, il a le soutien du... Ça va, je pense que ça va, Je n'aimerais pas trop me prononcer sur la politique intérieure du Mali, mais je pense que c'est aux Maliens de choisir ceux qu'ils veulent. Mais moi, je soutiendrai Soumaïla Cissé parce que c'est véritablement un compatriote et nous sommes du même bord politique parce que je suis un libéral. Merci beaucoup. Alors, parlons de la Guinée, de notre pays. Bon, parce qu'il y a quelques doutes, par exemple, vous concernant. Quand on entend Idrissa Chérif, la question qu'on se pose avec ce accent ivoirien qui vous colle si bien depuis des années, c'est qui est cet homme? Est-ce qu'il est véritablement guinéen? Qui vous êtes? Vous savez, cette question me fait beaucoup rire. Oui. Mon père est né en Guinée. Il est précisément de Sigiri. Et le village de mon père est Togoulé. Togoulé, c'est à 5 km de la commune urbaine de Sigiri. Mon père a fait son enfance comme enfant
comme enfant de jeunesse avec deux grandes personnalités qui sont très connues. Vous connaissez Sekouba Bambino, Baba Djoubaté, le père de Sekouba Bambino, est l'ami d'enfance de mon père. Ils dormaient sur le même lit. C'est le mariage qui les a séparés. Vous avez le colonel Lamine Magasuba, qui fut chef d'état-major de la gendarmerie nationale, est l'ami d'enfance de mon père, tous de Sigiri. Et mon père était sorti, comme tout le monde, pour aller à la conquête d'un bon vivre. Donc il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Mon père et ma mère sont du même village. Ils sont tous de Tongoulé. Ma mère est Doumbia de Tongoulé et mon père est shérif de Tongoulé. Donc nous sommes nés à Abidjan. Cela ne fait pas de moi un Ivoirien. Mais quand même, je suis Ivoirien parce que ça me donnait le droit d'être Ivoirien, le droit du sol. Tous les enfants qui sont nés de 1960 à 1972 sont automatiquement Ivoiriens. Comme je suis né entre l'intervalle de 1960 et 1972, ce qui me donne le droit d'être Ivoirien. Mais j'ai fait toutes mes études primaires, secondaires et autres. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai aussi fait le lycée Coléa. Ah oui? Auquel j'ai des amis, des frères, des amis qui sont au lycée Coléa, qui sont à Conakry. Vous avez le pharmacien Aboudraman Kanté de la pharmacie Le Balai, en face de Niasdine, est mon ami de classe et même de banc au lycée Coléa. Très bien. Et vous voyez donc les gens, vous avez Idatou Baldé, qui est aussi pharmacienne, pharmacie Tantia, qui était de la même classe que moi, au lycée Coléa. Et donc cet accent ne fait pas de vous un étranger, vous êtes guinéen. Voilà, d'un chien guinéen. Et en plus de ça, vous savez, vous avez l'intendant du palais, qu'on appelle Bill Gates. Le père de Bill Gates, le grand-père de Bill Gates et ma grand-mère sont du même père, de même mère. Ah oui. Donc Bill Gates est mon cousin, qui est proche collaborateur du président. L'actuel intendant, oui. Et j'ai des frères, des neveux, qui sont gardes rapprochés du président Alpha. Vous avez... Oui, oui, c'est vrai. Alors, merci, je pense que cette question passée, on aimerait un peu savoir la période de la transition. Vous avez été proche d'un homme, le capitaine Dadis, qui est actuellement, je pense, en exil du côté de Ouagadougou. Alors, comment vous avez fait la rencontre de ce jeune capitaine? Parce que pour beaucoup de Guinéens, ça a été une nouveauté lorsque, au décès du général Lansana Conté, lui et ses amis, ses compagnons d'armes ont pris le pouvoir. C'était pour beaucoup de personnes une première fois de voir l'homme. Mais vous, vous étiez certainement dans l'ombre. Alors, comment vous avez fait sa rencontre? D'abord, je tiens à vous dire que Dadis m'a été présenté par un ami. En ce moment, il était chef de section carburant. Chef de section carburant. À l'intendance militaire. Ça, c'est sous Conté. Sous Conté. Mais je n'aimerais pas aller trop loin, mais sachez que j'étais très proche du président Conté pendant 8 ans. Ah oui? À quel titre? À quel titre? Le président Conté, en tant que conseiller, en tant que quelqu'un qui conseillait beaucoup le président. Donc le président Conté avait beaucoup de recours sur ma personne. Parce que je ne lui disais que la vérité. Fodé Bangoura est là, il peut en témoigner. Plusieurs personnes peuvent en témoigner au niveau du palais. Ils savent que j'étais très proche du président. Beaucoup m'ont connu. Celui d'Alain m'a connu où? Il m'a connu auprès de Conté. Il ne m'a pas connu ailleurs. Nous avons été très proches. Au temps de Conté, moi j'étais ministre des Transports et de l'Équipement et des Travaux Publics. Donc nous étions très proches. Donc, c'est pas avec Dadis que vous avez fait votre entrée à la présidence? Dadis était d'abord mon subordonné. Ah oui. Dadis est venu, quand Dadis est venu, il était chef de service, il était chef de section du carburant. Quand le président nous a confié le ministère de la Défense à Almam Kabele Kamara, auquel j'étais un conseiller personnel d'Almam Kabele Kamara, pour la réforme de l'armée, nous avons divisé l'intendance militaire en 5 directions. Comme Dadis était au carburant, et j'ai imposé, je veux même dire j'ai imposé Dadis comme le directeur général des services des essences des armées. Pourquoi? Est-ce qu'il en avait la capacité ou juste oui, c'était une affection? Bon, vous savez que Dadis il avait toujours des ségrégations contre lui au niveau de l'armée. Donc les gens n'en voulaient pas. D'autres ne voulaient pas qu'on lui soit nommé. Donc, mais je me suis imposé auprès de mon frère et ami, Almam Kabé Kamara, que je salue en passant. Ce grand monsieur qui a apporté toutes les grandes réformes jusqu'au jour d'aujourd'hui au niveau de l'armée. Donc vous avez fait de Dadis le premier responsable? Soutenu Dadis auprès de mon frère et ami, le ministre de la Défense, pour que Dadis soit nommé comme directeur général des services des armées. En tant qu'il était chef de section carburant.
Donc une direction lui a été donnée en tant que capitaine. C'était le seul capitaine qui avait un poste de directeur. Quand même un poste stratégique, ça. Un poste stratégique. Qui gérait tout le cabinet de toutes les garnisons militaires de toute la capitale. Est-ce que c'est à partir de cet instant que l'appétit du pouvoir est arrivé? Est-ce que c'est en ce moment que, parce que le général Conté quand même, il était au soir de son règne, il était fatigué, on le sait, et vous étiez proche de lui. Vous n'avez pas réfléchi en ce moment-là à fabriquer peut-être un jeune militaire qui avait pion sur rue, parce que Dadis, à ce que je sache, c'est quelqu'un, selon certains militaires, qui aimait apporter de l'aide à ses compagnons d'armes. Est-ce que vous avez pensé en ce moment-là à fabriquer le capitaine pour qu'il puisse, au cas où le général décède, prendre le pouvoir? Non. D'abord, je ne connaissais pas les intentions du président Dadis. Mais je savais que c'est quelqu'un qui était très généreux. Parce que c'était le seul militaire auquel tu venais à son bureau, il y avait du monde. Il y avait plusieurs militaires chez lui, à la maison, comme au bureau, qui venaient lui rendre visite. Et j'ai vu, nous avons entendu que Dadis a beaucoup sauvé le président Conté au moment des différentes minuteries qu'il y a eu lieu en Guinée. Il s'est toujours opposé. Donc il était beaucoup écouté au sein de la troupe. Donc j'ai demandé au ministre Kabele, j'ai dit il faudrait qu'on soit avec lui. Si c'est un meneur d'hommes, il faut qu'on essaie d'être avec lui. En ce moment, je pense qu'on peut, si on écoute les autres, vous savez, en Guinée, il y a une chose que les Guinéens savent faire, c'est la délation, c'est l'hypocrisie, il y a beaucoup de choses. Donc j'ai vu qu'il était beaucoup ségrégué et que d'autres en voulaient à sa peau. Ils voulaient l'arrêter et nous nous sommes opposés à plusieurs reprises pour ne pas que Dadis puisse être arrêté par les autres qui voulaient l'arrêter. Les autres compagnons qui étaient... Des compagnons d'armes aussi. Des compagnons qui étaient au sein de la présidence de la République. Et qu'il n'en voulait pas. Mais Conté avait largement confiance à Dadis. Il le voyait quand il voulait, à tout moment, quand il l'appelait pour le rencontrer. Parce qu'il lui disait la vérité. Donc nous avons constaté tout ceci. Voilà pourquoi nous sommes appuyés pour qu'il soit nommé au niveau de la direction générale des services. Et il le méritait. Alors, comment est arrivée la prise de pouvoir? Bon, vous savez, le 22 décembre... Vous étiez encore en Guinée? Le 22 décembre, j'étais à Conakry. Dadis était avec moi. Dadis était dans ma chambre le 22 décembre. Ah oui. Il était avec moi. J'ai mon frère et ami Alcine Barry de Safricom. Il a venu trouver Dadis dans ma chambre. Il le voyait à tout moment. Dadis était à tout moment avec moi. Il est venu la trouver Dadis dans ma chambre. Et nous avons prié ensemble, Alcine Barry et moi, nous avons prié ensemble. On a fait la prière de Maghreb ensemble. Et après, Alcine a dit qu'il partait au port parce qu'il avait un bateau qui venait d'arriver. Donc, on a laissé... Tu es informé du décès du général Conté? Non, en ce moment, déjà, je ne savais pas ce qui se passait. Donc, quand j'ai accompagné Dadis, vers 20h, 20h30, chaque nuit, je prenais mon repas du soir avec le ministre allemand Kabele Camara. Chaque soir, on prenait le dîner ensemble, et à sa famille. Au moins, je suis arrivé chez le ministre de la Défense, il m'a dit qu'il était à l'Assemblée nationale. Toute la déclaration a été faite sous mes yeux. Quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, j'ai trouvé les généraux, j'ai trouvé son pari, mais sauf Lamine Sidimé qui n'était pas encore arrivé, le président de la Cour suprême, il n'était pas encore là. Il faisait une déclaration. Jusqu'à 2h du matin, on fait la déclaration. Et beaucoup de choses sont passées cette nuit-là. C'est moi qui ai gardé. Nous sommes allés quelque part et on a caché le ministre de la Défense, le Premier ministre et le ministre du Contrôle économique Cissé. C'est moi qui les ai tous protégés là-bas. Et je suis allé voir Dadis. Après la prise du pouvoir. Parce que l'armée n'était pas d'accord que l'intérim soit assuré par l'Assemblée nationale. Ouais, il ne voulait pas. Donc toute la nuit, nous sommes restés chez le ministre, nous sommes restés chez le Premier ministre. Et le matin, quand nous étions avec la Première Dame, c'est ainsi qu'on a vu que Dadis a fait la déclaration pour dire que l'armée prenait le pouvoir. Mais pourquoi Dadis? Pourquoi? Ça nous a tous étonnés. Et quand... Vous voulez dire que vous n'avez pas participé à ce Non, je ne savais pas. Je vous dis de la vérité, je ne savais pas. Vous ne saviez pas? Quelqu'un qui passait toute la journée chez vous, vous ne vous séparez jamais? C'était son secret, il ne pouvait pas me le dire parce que j'étais trop proche de Conté. Donc il ne pouvait pas me le dire. Et quand il a pris le pouvoir, je pense que je me suis dit, ah voilà quelqu'un qui est proche de moi, ok, je suis proche de lui. Mais je ne connaissais pas ses intentions vis-à-vis, le révèle ses intentions vis-à-vis de moi-même d'abord. Mais je suis allé rencontrer Dadis au camp. Quand nous sommes vus, il était content. Il m'a dit, amène-moi le ministre de la Défense ici. Ah oui. Et donc il n'avait rien contre le ministre de la Défense? Il a dit non, il faut qu'on parle. Et nous avons discuté, nous avons parlé. Si aucun ministre n'a été arrêté, c'est parce que j'ai négocié avec Dadis pour ne pas qu'aucun ministre de l'ancien côté puisse être arrêté.
C'est moi qui suis allé chercher les ministres. Je suis le premier ministre. Je les ai emmenés au camp. Et quand vous voyez les images, je suis arrêté juste derrière Dadis, la déclaration, avec les membres du gouvernement. Je lui ai même dit de faire une mention spéciale pour le ministre de la Défense. Il l'a fait ce jour-là. Parce que je ne l'ai pas dans l'oreille. Et voilà l'histoire. Alors, ce sont ses compagnons d'armes qui l'ont choisi, ou bien lui-même il ne s'attendait pas à ce tournant décisif de sa vie? Non, il ne pouvait pas avoir qu'un autre choix sauf que Dadis. En ce moment-là, c'était le choix de tout le monde, de tous les militaires. Je savais que Toto voulait, Toto voulait être président, mais les jeunes ne voulaient pas. Les jeunes militaires ne voulaient pas. Dadis me les a même laissés dans la salle, il est là en bas. Nous étions assis en bas, puisque j'étais assis avec lui en bas, après sa déclaration. Et après, Mathurin est venu le chercher. Il a dit, monsieur le président, montez. C'est ainsi que Dadis s'est monté, il dit, vous avez été désigné comme président. Ah oui. C'est Mathurin qui lui a annoncé la décision. Mathurin Bangura. Donc j'y étais. Donc je ne suis pas quelqu'un qui a été parachuté dans cette histoire, non? Alors, Dadis, capitaine bouillant, intrépide, qui dit de façon crue ce qu'il ressent, clairement, qui n'avait pas la langue de bois. Quelle ambition ce jeune capitaine avait pour le peuple de Guinée? Qu'est-ce qu'il voulait faire de la Guinée? D'abord, le départ était très bon. Il avait de très belles initiatives. Il voulait beaucoup de choses quand même pour la Guinée. Il voulait une transition, une véritable transition, et puis passer la main à celui qui devait être élu démocratiquement. C'était l'ambition de Dadis. Donc quand il disait « le pouvoir ne m'intéresse pas, je ne suis pas un assoiffé du pouvoir », c'était sincère? C'était sincère. Dadis était sincère. Mais Dadis s'est fait entourer de d'autres personnes qui lui disaient autre chose. Si vous voyez, j'ai fait une déclaration, j'ai fait une interview avec Guinée News. J'ai dit que Dadis Camara ne sera pas un Guy Robert bis. Parce que je sais que... Dans quelles conditions Guy Robert est mort? Dans quelles conditions? Pas un Guy, parce que pour dire que non, il viendra et il va rester. Non. C'est pour dire que quand il viendra, il partira. Après la transition. S'il veut revenir, peut-être il pourra revenir après, mais pas maintenant. Donc c'était ces conseils que vous lui donniez? Quand nous partions à Ouagadougou pour les négociations de Ouaga, Dadis nous a instruit au niveau des négociations de Ouaga. Si vous allez à Ouaga, ce que le facilitateur dira, c'est-à-dire le président Compaoré en son temps, il dit acceptez tout. Quand nous étions avec le président Compaoré, quand le président Compaoré nous a fait la proposition de la dissolution du CNDD, j'étais la seule personne qui a accepté. J'ai dit je suis d'accord qu'on dissout la dissolution. Compaoré vit encore. Ce jour, Mathurin était là, Keleti Farouk est décédé. C'est Loa, il est ambassadeur, il est là, ils étaient tous là. Pourquoi il a dit ça? Pour ne pas que ça se transforme en parti politique plus tard? Le 28 septembre, d'abord le nom du CNDD dit à ça. Il faut dissoudre le CNDD et puis mettre un autre organe. Et j'étais d'accord pour la décision du CNDD. Ce jour-là même, il y a eu des chevauchements entre mon frère et ami, l'un des fidèles compagnons de Dadis, Moussa Keita. Parce que lui, il était ministre et secrétaire permanent du CNDD. Et sa structure allait disparaître. Il n'était pas d'accord. Et moi, j'ai dit non, je suis d'accord. Et Blaise a dit non. J'ai dit, mais Dadis, dit si on vient, tout ce que vous avez décidé. Blaise a dit non, shérif, c'est la démocratie. On ne peut pas décider ce que Dadis a dit. Il faut que tout soit d'accord. Voilà ce qui s'est passé sur le CNDD. Sinon, Dadis était partant. Il ne voulait même pas être candidat. Mais en même temps, avant de parler des événements malheureux du 28 septembre, Dadis a fait une déclaration, je pense que c'était en ville. Il se disait harassé, fatigué par les pressions incessantes de la classe politique guinéenne. Il a dit « Ma parole n'est pas une montagne. Je suis aussi guinéen. Je ne reprends pas textuellement ces mots, mais ce jour-là, en ville, il avait affiché clairement une éventualité de se présenter à la présidence de la République. En ce moment, j'étais à Abidjan quand il faisait cette déclaration. J'étais à Abidjan, je l'ai suivi à la télévision. C'était un faux pas? C'était un faux pas. Je pense que on est venu faire comprendre à Dadis que l'opposition est en train de dire n'importe quoi sur lui, et ils sont en train de le traîner dans la boue, etc. Et il a dit ça parce qu'on préparait Dadis avant de sortir. Quand il le disait, Dadis il avait des officiers qui étaient autour de lui. Il y avait le général Konaté, il y avait tout le monde. Dadis ne décidait rien tant que Konaté n'a pas prouvé. Ah oui? Oui, c'est vrai, il ne décidait rien. Même ma nomination, ça a été fait à 4 h du matin. Pour remplacer le ministre Thibou. Ma nomination a été faite à 4 h du matin, mais quand le président m'a demandé, Chérif, c'est toi qui parles, en tant que conseiller, c'est toi qui parles, c'est toi qui parles. Donc moi, je vais te donner le poste où Thibou a démissionné. J'ai dit non, monsieur le président, je n'en voulais pas. J'ai dit non, monsieur le président, je ne veux pas. Je ne veux pas être ministre. Il m'a dit non, il faut que tu acceptes pour être ministre. J'ai dit non, je ne veux pas. Il a dit bon, moi je t'impose pour que tu sois ministre.
Mais comme tu veux être conseiller, donc je t'ajoute encore le poste de conseiller spécial. Voilà pourquoi j'ai cumulé mon poste de conseiller spécial. Alors, le 28 septembre, événement douloureux. Les plaies sont encore assez fraîches puisque le procès sur ces massacres ne s'est pas encore tenu. Alors, est-ce que cet événement était prévisible ? Parce qu'il y a tellement d'histoires autour du 28 septembre qu'on a l'impression qu'il s'agit au fait d'un conte de fées. On parle d'organisations faites par Dadis avec des jeunes militaires qui étaient proches de lui pour pouvoir mater complètement cette opposition guinéenne à l'époque. Est-ce que vous en savez quelque chose ? D'abord, je ne suis pas militaire. Je n'étais pas dans le secret militaire. Mais ce que je peux dire, je ne souhaite pas occulter la justice guinéenne, mais je pense qu'il y a des enquêtes qui ont été faites. Et puis bon, je pense que laissons la justice faire son travail. Maintenant, a dit que ça a été préparé. Le 28 septembre, on venait juste d'arriver de l'AB et autres. Moi, j'étais dans un sommeil profond, c'est-à-dire que je dormais profondément jusqu'à 18h. C'est RFI qui m'a réveillé. Quand RFI m'a réveillé, ils m'ont dit qu'il y a des problèmes en Guinée, qu'il y a eu des tueries, etc. Mais j'ai dit non, mais moi je viens de me réveiller, je ne sais même pas ce qui se passe. Donc j'ai pris ma douche, après ils m'ont appelé encore. Et puis j'ai dit bon d'accord, ok, j'ai appelé le ministre Thibou. J'ai dit, monsieur le ministre, il y a RFI qui veut parler, est-ce que je peux vous donner votre numéro pour qu'il puisse vous appeler? Il m'a dit, ok, donne mon numéro. Ils n'ont qu'à m'appeler. Parce que les gens voulaient parler à un ministre. Moi, j'étais conseiller spécial, je n'étais pas ministre. L'acte s'était déjà produit? Là, c'était déjà produit. Je n'étais pas encore ministre, j'étais conseiller spécial du président. Donc, j'ai demandé à Thibou. Thibou m'a dit, bon, donne mon numéro pour qu'il puisse m'appeler. Et j'ai donné le numéro de Thibou à RFI. RFI l'a appelé, il a refusé de décrocher. Ah oui. Et ils m'ont rappelé encore, dit, on l'appelle, il ne décroche pas. J'ai dit, bon, d'accord, je vous donne le numéro de Istokera. J'ai donné le ministre de Istokera qui était ministre de la Jeunesse et des Sports. Istokera m'a dit, c'est pas moi qui dois parler, mais c'est Thibou qui doit parler. Donc il dit, mais son téléphone est fermé. Moi-même, je l'appelle, son téléphone est fermé. Mais essaye de répondre aux gens là, parce que moi, je viens de me réveiller. Il a dit, bon, d'accord, que j'ai compris. Mais après, et puis il a coupé le téléphone. J'ai compris que ça n'allait pas. Je me suis habillé, j'ai vu que moi-même, ma garde rapprochée qui était autour de moi, donc je ne les ai pas vus, ils n'étaient plus là. Ah bon? La garde avait disparu? Je ne les ai pas vus. Et je suis descendu. Après, mon chauffeur m'appelle, il me dit donc, que Toumba a vu, les hommes de Toumba ont vu mon aide de camp qui était dehors et qu'ils ont pris ce dernier-là. Mon chef de mes gardes rapprochés, il dit qu'ils ont pris ce dernier-là et qu'ils l'ont emmené au camp de Koundara. Et qu'il est en train de lutter pour qu'on le libère. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, quand les gens passaient, il était assis, il ne s'est pas levé pour faire le salut militaire. J'ai dit, bon, ok. Donc j'ai dit, mais je peux m'adresser à qui pour qu'on le libère? Il a dit non, j'ai négocié avec eux, mais ils vont le libérer. Bon, d'accord, je suis en famille, trouvez-moi en famille. Tant ma femme et mes enfants étaient là en ce moment, ils étaient venus. Et c'est ainsi que personne ne voulait s'exprimer. Et RFI m'a appelé, j'ai fait la première déclaration avec RFI sans que je ne sache ce qui se passait réellement. Quand ils m'ont posé la question, y a-t-il des morts? J'ai dit, mais je ne peux pas vous dire s'il y a des morts ou pas. Parce que bon, je pense que c'est une marche qui a été interdite. Bon, le reste, je n'ai pas suivi. Et après, j'ai eu le président au téléphone. J'ai vu qu'il parlait difficilement. Et je lui ai demandé, j'ai dit, monsieur le président, exprimez-vous sur RFI. J'ai insisté. Après, le président m'a appelé, il m'a dit, bon, donne mon numéro. Ils n'ont qu'à m'appeler. Après, 2 minutes après, le président m'a rappelé, il m'a dit, non, je ne peux pas parler parce que c'est trop tôt pour moi de m'exprimer. J'ai dit, mais pourtant, il est important que vous vous exprimez, monsieur le président. C'est ainsi maintenant que j'ai vu qu'il y avait des personnes autour de lui qui ne voulaient pas qu'il s'exprime. C'est ainsi maintenant que le président a dit non, que je ne contrôle pas l'armée. Sa première déclaration, c'était avec Christophe Avouvier, je me rappelle toujours. Donc, j'ai compris. Après, quand je me suis rendu au camp, vers 23h, j'ai vu le président dans le couloir, il est en train de pleurer. Il est assis, il est en train de pleurer. Sérieux? Il pleurait, il dit, ouais, ils m'ont eu. Il pleurait à chaudes larmes. L'homme le plus puissant du pays, oui. Il Faro est là, Boubacar Bari a assisté à ça. Il a assisté, il a dit en train de pleurer dans la chambre. Il pleurait dans le couloir de sa chambre et son bureau. Il pleurait dans le couloir.
C'est ainsi que Keleti est venu, il a chassé tout le monde. Elle a dit là, on a pris le président, il a dit cette nuit-là, il a dit je dois démissionner. Dadis. Et là, Condé est venu, qui est directeur du tourisme aujourd'hui, avec Kaba Bachir, qui est le site Kaba Bachir. Ils étaient là. C'est là, Condé a dit à Dadis, si tu démissionnes cette nuit, cette même nuit, les militaires vont te tuer. Voilà l'histoire du 28 septembre. Ce que je peux savoir. En pleurant, oui. Monsieur le Président, levez-vous, moi je vais vous défendre. Voilà comment j'ai pris le micro et je me suis mis à la télé pour commencer à défendre le président. Parce que je voyais sa sincérité. Même lorsque vous le faisiez, vous saviez que c'était un acte difficile, parce que c'était des armes arrachées. Il fallait, parce qu'il n'y avait personne. Et quand j'ai commencé à parler, tout le monde est revenu. Tout le monde... Donc il avait commencé à être abandonné. Oui, il n'y avait personne. Quand tu venais au camp, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Quand j'ai pris la parole, c'est là tout le monde a commencé à revenir. Tout le monde est revenu. Donc, un chef de la junte, quand même, l'homme le plus puissant du pays, qui, dans un couloir, pleure au lendemain d'un événement aussi douloureux, est-ce que ça signifie qu'il s'est senti trahi? Oui, il s'est senti trahi. Dadis, je pense que Dadis a été appelé au téléphone pour lui dire que ça ne va pas au stade du 28 septembre, qu'il doit se rendre. Il a été appelé. Je n'étais pas là, je dormais, mais je me suis dit que s'il partait, il allait laisser sa peau là-bas. Parce qu'on est en train de le tirer pour le faire venir pour l'abattre au stade le 28 septembre. Mais heureusement que les jeunes militaires qui étaient autour de lui n'ont pas accepté qu'il monte dans la voiture. Ils ont bloqué la clé, n'ont pas accepté qu'il parte au stade du 28 septembre. S'il partait... Il avait l'intention d'aller. Oui, il voulait aller, toujours comme il aime s'interposer, pour s'interposer entre les militaires et la population, et ceux qui étaient là-bas. Vous pensez qu'il y a beaucoup de non-dits autour du massacre du 28 septembre? Il y a beaucoup à dire. Je pense qu'il est mieux pour lui de se lever, de défendre cette situation. C'est important. La tentative d'assassinat qu'il a visée, on en parle moins, mais quand même il a été victime d'une tentative d'assassinat de la part de son aide de camp, Toumba Diakité. Alors, vous étiez encore à Conakry en ce moment? Oui, j'étais à Abidjan, mais je suis arrivé le même jour qu'on a tiré sur lui. Parce que j'étais à Abidjan et mon téléphone a sonné, c'était le président Compaoré qui m'appelait. Il m'a dit, j'ai mon jeune frère qui souhaiterait aller à Conakry rencontrer le président Dadis. Et je lui ai fait comprendre, j'ai dit, écoute, monsieur le président, je viens d'arriver à Abidjan pour voir ma mère parce qu'elle est souffrante. Donc j'ai une permission au moins de 5-6 jours, donc je ne peux pas aller à Conakry en ce moment. Il a dit, non, mais il faut que tu sois à Conakry. Il faut que tu sois à Conakry. Et après, il m'a passé l'un de ses conseillers proches. Et Diendré Moustapha Chafi, qui m'a dit, bon, il y a un vol qui part demain, mercredi, le vol passe par Bamako, et vous arrivez à Conakry à 15h45. Et l'avion du président qui va transmettre son jeune frère François Compaoré arrivera à 16h. J'ai dit, non, mais arriver à 16h30, 17h, parce que mon vol peut faire un retard. Voilà comment est-ce que j'ai anticipé mon retour. Et dès que je suis arrivé, je suis allé à un nouveau hôtel, prendre les clés de ceux qui devaient venir, ils étaient le nombre de 9, prendre les clés et puis venir les chercher encore à l'aéroport. Au moins j'arrivais, c'est là que j'ai appris qu'ils ont tiré sur le président Dadis. Entre Bonfim et l'aéroport, c'est là que j'ai été informé qu'ils ont tiré sur le président Dadis. Et j'ai reçu François Compaoré. Aujourd'hui on peut en parler. J'ai reçu François Compaoré. Je les ai logés à Novotel et je me suis sécurisé moi-même d'abord. Bien sécurisé? Moi je me suis sécurisé. Et c'est à partir de 19h, quand j'ai eu toutes les autres informations, Papa Koli Kourma, avec les jeunes frères du président Dadis, j'ai compris que Dadis n'était pas... J'ai demandé à son jeune frère Jacques, j'ai dit, mais capitaine Jacques, quel est l'état du clinique du président? Il m'a dit, ça va, mais je viens de prendre le président de la base militaire de l'armée de l'air, donc je viens de le déposer dans sa chambre. J'ai dit, ok, c'est bon. J'ai dit, mais est-ce qu'il parle? Il m'a dit, il parle. Il dit, il marche. Il dit, il marche. J'ai dit, ok, merci. Et toute la nuit, j'ai communiqué. Il fallait que je communique parce que je recevais beaucoup de coups de fil de partout dans le monde. Vous avez écouté sur France 24? De partout dans le monde. Et à Zéro Corée, les gens m'ont appelé. J'ai vu qu'ils se sont organisés. Ils m'ont appelé, quel est l'état du président? J'ai dit, le président va bien. Parce que je voulais éviter tout ce qui pourrait apporter la violence. Parce que c'est un fils d'une région, en disant qu'ils ont tiré sur le président qu'on l'a tué. Et les gens peuvent se lever, ça allait tuer les autres aussi. Donc j'ai dit, le chef de l'État va bien.
Nous sommes au camp Alpha Yaya Diallo. Nous sommes en conclave avec les différents chefs d'état-major des différents corps d'armée. On m'a posé la question, est-il blessé? J'ai dit, mais quand on est blessé, on est à l'hôpital. Je vous dis que nous sommes avec le président. Ça a beaucoup apaisé. Il fallait communiquer. Comme je suis un expert en communication, il fallait véritablement communiquer. Il fallait cacher la vérité et puis dire ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que je devais dire quelque chose qui pourrait apaiser tout le monde. Pour ne pas que le pays s'embrase. Que le président n'est pas mort et qu'on peut le sauver. Et toute la nuit, j'ai communiqué toute la nuit. Et le matin, je suis allé voir le président. Le président s'est levé, il a marché devant nous, devant tous les chefs d'état-major, oui, devant tout le monde. Il est rentré dans le bureau. Tous les chefs d'état-major, personne. Alphonse Ousmane Diallo, qui est inspecteur général des services des armées, qui est là. J'avais Sano, qui était chef d'état. Ils sont tous vivants, ils ne sont pas encore morts. Ils sont là. Moussa Keïta, tous les tels de président. Il a marché devant tout le monde. Il est venu s'asseoir à son bureau, la tête bandée, avec les Sénégalais, les médecins sénégalais. Et comment on appelle le ministre Abaka Bari m'a appelé vers 5 h du matin. Il m'a dit, mais comme l'avion du président Blaise est là, est-ce qu'on ne peut pas mettre, est-ce que tu ne peux pas demander à Blaise qu'on va occuper l'avion pour envoyer le président au Maroc? Parce qu'on veut l'amener à Dakar, mais nous on veut qu'il aille au Maroc. J'ai dit ok. Donc j'ai joint François qui était juste là, à côté de moi. François a dit, il n'y a pas de problème, nous on va aller avec lui. On va aller avec le président. Voilà comment Dadis est sorti et il a marché. Il a pris ce qu'il devait prendre dans le bureau, devant nous tous, et il nous a instruit. Il dit, le général Konaté arrive, je l'ai eu au téléphone, il arrive aujourd'hui. Donc il va assurer l'intérim. Et il est monté dans la voiture, pas derrière, il est allé à l'aéroport. Dadis, c'est pas une civière qui est venue prendre Dadis pour le mettre dans l'avion. Dadis a marché. Il était conscient. Il était conscient de ce qu'il faisait. Et tout ce que je disais était vrai, rien n'était faux. Mais les gens voulaient que je prenne le faux pour alimenter, mais je ne pouvais pas. Mais dès lors qu'il a pris cet avion, arrivé au Maroc, on a l'impression que le sort du capitaine était déjà scellé. Oui, effectivement. C'était fini. Voilà, c'était fini. L'essentiel, c'est de le faire sortir du territoire. Et puis, bon, causer la paix, vous savez, il y a eu beaucoup de déclarations. Dadis s'est attaqué à toutes les grandes puissances au même moment. S'est attaqué aux Russes, s'est attaqué aux Français, aux Américains. Bon, voilà, c'était difficile. Donc ils ont scellé son sort. C'est difficile, c'était très difficile. Du Maroc, il se retrouve à Ouagadougou. Ouagadougou aussi, c'était pas fortuit. Le choix du Burkina. Le choix du Burkina, bon, Dadis allait au Burkina, il ne savait même pas. Moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Quand Dadis a signé des accords politiques de Ouagadougou, bon, je vais faire juste un petit pas en arrière. Je suis allé travailler avec le président Blaise Compaoré. À deux, nous avons travaillé. Le président Compaoré et moi. Nous avons décidé, au moment où Dadis n'était pas encore touché, qu'il fallait prendre un opposant pour le mettre comme Premier ministre. Et puis lui donner la moitié du gouvernement à l'opposition. J'ai traité ce dossier avec Compaoré, avec Moustapha Chafi, à 3, avec son directeur de cabinet. Quand on a tout arrêté, je suis venu voir le général Konaté. Je lui ai dit, monsieur mon général, je n'ai pas encore vu Dadis, mais j'ai travaillé avec le président Compaoré. Voilà ce que nous avons arrêté. CNT, 150 personnes. Au niveau du gouvernement, CNDD 10. Opposition 10, société civile 10. Ça fait 30 membres du gouvernement. Il m'a demandé, le général m'a dit, c'est toi qui dis ça? J'ai dit, oui, c'est moi qui dis ça. Tu veux que je dise ça au président? Il dit ça. Tu veux que je dise ça au président? Il dit ça au président. Je souhaiterais que vous disiez ça au président. C'est pourquoi le général Konaté, quand Dadis a été toujours dans Ouaga, il a dit c'est la seule personne qui m'a dit qu'il fallait qu'on mette un opposant à la tête du gouvernement, qu'elle ait travaillé. J'ai toujours cherché à apporter quelque chose d'utile à la Guinée, surtout à mon pays. Mais j'ai vu que j'étais... Parce que ce que certains observateurs disent, Idrissa Chérif, c'est plutôt celui qui a réveillé, qui a créé ces velléités de s'accrocher au pouvoir chez le capitaine Dadis Camara. Dadis sait qu'à Ouagadougou, c'est moi qui lui ai demandé de démissionner à Ouagadougou. Sinon, ce n'était pas dans la dynamique. C'est moi qui ai dit à Dadis, il le sait. Fofana, qui est avec le président Alpha, était avec moi. Donc c'est pas lui qui lui avait fait prendre goût au pouvoir. C'est que je me suis appuyé sur ça pour dire à Dadis, j'ai dit, nous sommes à Ouaga. Pour Dadis, il devait même retourner à Conakry après la signature. Parce que Dadis m'a appelé. Il m'a dit, on va à quelle heure? Après la signature. J'ai dit, monsieur le président, j'avais les larmes aux yeux, je viendrai vous voir. Mais qui a décidé qu'il ne revienne plus? C'était un sorcier, c'était déjà préparé.
Je pense qu'il y a des non-dits à ce niveau. C'était déjà préparé. Je sais ce qu'il y a, mais pour le moment, je garde ça pour moi. Mais le sort de Dadis était déjà scellé. Et le choix de Konaté? Le choix de Konaté, c'est Dadis qui l'a choisi. Dadis a choisi Konaté, parce que je vais vous dire une chose. Quand nous étions au Maroc, nous sommes allés voir une visite à Dadis au Maroc. Le général Konaté a écrit une démission pour remettre à Dadis qui démissionnait du ministère de la Défense nationale. Dadis lui a dit non, je ne peux pas accepter ta démission. Nous sommes deux. Donc je souhaiterais que tu ailles à Ouaga, tu as rencontré le président Compaoré, et puis ce que vous allez décider, je pense que je suis d'accord avec. C'est donc ainsi. Dans ma présence. Après Konaté m'a appelé et dit là je monte les enchères seulement, sinon il ne faut pas penser que je suis contre Dadis. Non, je ne suis pas contre Dadis. Vous l'avez trouvé sincère avec ce recul? Vous pensez que Konaté, auprès de Dadis, a joué franc jeu? C'était un ami transparent? Je ne vais pas juger. Chacun peut juger. Konaté et moi, c'est vrai peut-être qu'il ne me portait pas trop dans son cœur avant, mais après il a vu que j'étais quelqu'un de sincère. Il m'a invité 2 fois en Éthiopie. Je suis allé le voir 2 fois en Éthiopie. Il m'a présenté à Madame Zouma. Konaté a dit à Dadis, à Ouaga, s'il y a une seule personne que je dois mettre dans le gouvernement, on doit le prendre pour mettre dans le gouvernement. Il dit on va prendre Panda Chérif seul. Parce que c'est la seule personne qui lui a été sincère. Je faisais mon travail. D'autres pensaient que j'avais de l'argent parce qu'on me donnait de l'argent. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. Du début de la transition jusqu'à la fin de la transition, je n'ai bénéficié seulement que de 30 millions de francs guinéens. 30 millions? 30 millions de francs. Avec tout le fossé que la junte militaire a laissé? Jamais reçu un centime pour me dire voilà, sauf le salaire qu'on me donnait. 2 500 000 francs guinéens. Je le dis. Mais il y a une interview de vous qui est un peu différente des propos que vous tenez aujourd'hui. Cette interview contraste un peu avec ce que vous dites. Dans la voiture. Dans la voiture, France 24 a fait un reportage où on vous entend parler en dioula ou en malinké. Vous disiez que voilà, c'est pas la peine d'avoir peur. Il y a un pays à côté où il y a eu, je sais pas, 3000 morts. Là-bas, les gens sont tout tranquilles, ils circulent tranquillement. C'est pas en Guinée où il va falloir s'inquiéter. C'est une phrase quand même qui a beaucoup marqué. Effectivement, mais je vais demander à Virginie S de donner tout ce qu'elle a enregistré dans la voiture. Vous allez comprendre où je veux en venir. Elle a sélectionné des parties qu'elle a balancées sur France 24, mais qu'elle envoie l'intégralité de ce que je lui ai dit dans la voiture. Elle n'a pas dit où j'ai dit, sous ceux qui ont fait ça, ils doivent être recherchés, arrêtés et jugés et condamnés. Parce que ça donne l'impression que vous banalisiez le massacre. Je dis que c'est un problème guinéen, c'est un problème qui nous concerne. Aujourd'hui, il y a un véritable lynchage médiatique sur la Guinée. Notre pays est devenu comme un pays c'était même plus que le pays comment on appelle, Kouchner. Il dit c'est même plus que le pays de Idi Amin Dada, en son temps. Mais je pense que nous n'avons pas mis des personnes au poteau pour les fusiller. Il y a eu des choses qui sont arrivées, mais quels sont ceux qui ont fait ça? Il faut aller à la recherche. Il faut rechercher les coupables. Il faut les arrêter. C'était une réaction contre ceux qui parlaient d'armée d'interposition? Non, en Côte d'Ivoire, quand même, il y a eu une rébellion. Mais aujourd'hui, ils se sont assis, ils ont formé une unité autour de quelque chose. Autour de Babo, ils sont en train d'avancer tranquillement. Voilà les raisons pourquoi j'ai dit ça. Mais les gens oublient que je suis quelqu'un qui est très ami à Selou. J'ai pris Selou. Le président Alpha le sait. Je l'ai envoyé chez Dadis. Je lui ai demandé à Dadis de le soutenir pour le second tour. Ah oui? Et je souhaitais que tu soutiennes Selou pour le second tour. Mais Alpha le sait. En 2010? En 2010. Mais comment on peut me juger comme ça? C'est ce qui a fait le problème entre Alpha et moi. Parce que j'ai amené Selou chez Dadis. Dadis a dit à Selou, Chérif m'a envoyé. Dadis a dit à Alpha, Chérif m'a envoyé Selou ici. Je suis venu avec Selou. Il est là. Donc c'est difficile que les gens te taxent de quelque chose.
c'est douloureux. Mais je supporte. Vous supportez. Alors, Konaté, le général, il a fait des déclarations récentes, des déclarations pour le moins fracassantes, où il semblait laisser planer des doutes sur la sincérité du scrutin qui a porté Alpha Condé au pouvoir. Vous étiez aussi au pays en 2010, lors de la présidentielle? En 2010, au moins de tout le processus, je n'y étais pas, mais je suis venu apporter mon soutien à Cellou Dalein en 2010. Je suis passé chez lui le jour du scrutin. Le même jour, je devais aller à la mer pour le pèlerinage. Je suis venu le voir, je lui ai apporté mon soutien. J'ai dit, bon, il faut aller, nous sommes en politique. J'ai dit, ce que tu as fait pour moi, Cellou, quand tu n'étais pas, quand tu étais ministre de Lansana Conté, le rapprochement que nous avons eu, j'ai dit, je ne peux pas abandonner. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'ingrat. Je mets toute l'amitié devant. Vous l'avez soutenu? Et je l'ai soutenu même auprès d'Addis, quand il n'y a même pas de ce problème. Il le sait. Il sait combien de fois je l'ai soutenu auprès d'Addis. Il le sait. Il sait que vraiment on est vraiment amis. Que nous sommes des véritables amis. Mais en 2015, j'ai dit que je n'étais pas d'accord entre son alliance et Addis. Parce que ce n'était pas profitable pour Addis. Pourquoi? Parce que Dadis est sous, il est en exil, il est contraint en exil. Et Alpha au pouvoir, il a toutes les possibilités de l'incriminer. Jusque-là, Dadis n'était pas inculpé. Mais le jour qu'il a dit qu'il veut faire la politique, qu'il veut faire ça, automatiquement, on l'a inculpé. Mais est-ce que vous lui avez fait savoir? Mais je l'ai dit à Dadis lui-même. Vous avez parlé à Dadis? Je suis allé le voir, je lui ai dit que je ne suis pas d'accord. C'est ce qui a compliqué son retour au pays aussi? Non, tu sais, j'ai un franc-parler. Ce que je veux, je vous le dirai. Ça, je ne vous cacherai pas. Parce que Dadis sait que notre relation n'est pas basée sur quoi que ce soit. C'est basé uniquement que sur le sentiment. Il a été président, il n'a jamais pris 20 millions qu'on s'est dit, Chérif, tiens l'argent. 20 millions de francs, il n'a jamais eu d'eux. Il a donné 10 millions à chacun d'entre nous. 10 millions de carburant. Et 10 millions quand on est quitté aux négociations de voix, ça fait 30 millions. C'est de ça seulement que j'ai bénéficié. Il le sait. Aucun marché de l'État? Non. Les militaires étaient dans les affaires, certains d'entre eux? Oui. Au niveau des structures de l'État, que ce soit au niveau du ministère de l'économie et des Finances, si j'en avais un seul centime que je sois fusillé à l'esplanade du palais. Ah oui. Jamais. Je ne suis impliqué dans rien. J'ai jamais pris même 1000 euros pour sortir. C'est bien quand même que beaucoup d'entre les proches de Dadis ont bâti des villas, acheté des résidences. Peut-être que vous en avez acheté à Abidjan? Moi, je vais vous dire une chose. Quand nous avons quitté le pouvoir, c'est après qu'on ait quitté le pouvoir que Tibou Kamara, que je salue en passant, a fait payer mes 100 millions qu'on donnait à tous les ministres d'installation. 100 millions de francs guinéens. Tibou Kamara m'a fait payer autant de Konaté mes 100 millions. Parce que je n'avais pas été payé autant de Dadis. Il m'a dit, on doit te payer ça. Il m'a payé les 100 millions. Et quand j'avais des difficultés, Tibou m'a donné 1000 $. C'est ça que j'avais des difficultés. Tibou est mieux placé pour savoir si j'ai eu quelque chose ou pas, il le sait. Konaté le dit en passant tout le temps, Chérif n'a rien eu. Il n'a rien eu. Il n'a bénéficié. Vous avez quelques regrets aujourd'hui? Non, je ne regrette rien. Parce que mes enfants sont tranquilles, la moralité de leur père est tranquille. Ils sont tranquilles parce qu'ils sont fiers de leur papa. Donc aucun doute sur votre moralité? Non. Vous ne vous reprochez d'absolument rien? Parce que j'ai des ambitions. Il y a un proche collaborateur d'Alpha qui m'a dit, il dit, tu n'as rien eu, mais la prochaine fois, il faut prendre. Vous allez l'écouter sûrement. Alors, on espère qu'il n'y aura pas les mêmes circonstances. Alors, vos relations avec le président Alpha Condé, parce que vous n'avez pas voulu vous exprimer sur les conditions qui ont conduit à son élection à la tête du pays. Est-ce que ça s'est passé dans les règles de l'art, ou vous étiez du côté de la Mecque? Le général quand même a fait une sortie, on a senti qu'il mettait de véritables doutes, il avançait de véritables doutes sur la sincérité du scrutin. Ouais, j'ai dit à Cellou, j'ai dit, tu as raté l'opportunité d'être président de la République. En 2010. En 2010, si j'étais à ta place, tel que je me connais, ce que la loi a écrit, pour dire voilà le délai pour le second tour, j'ai dit, dans le cas où je me déclare président de la République. Mais si tu as attendu 4 mois pour que ce soit réglé, j'ai dit non, Alpha a gagné correctement les élections. Il a été faible. Alpha a gagné correctement les élections parce qu'il a fait toutes les alliances possibles. Il a fait tout ce qu'on pouvait changer, il a tout fait. Non. Donc Alpha est président.
Parce que rien ne pouvait t'amener à être président de Alpha. En ce moment-là, ce n'est pas possible. Très bien. Aujourd'hui, vos relations avec le président Alpha Condé? Non, ça va, Alpha, ça va, j'ai pas de problème avec lui. Vous avez fait la paix? Oui, j'ai pas de problème avec lui. On n'a jamais eu de problème. Mais lorsque vous partez voir, quand même, vous présentez au capitaine Dadis, qui est courtisé par tous les politiques. Mon choix politique, c'est lui, il est libéral, Alpha est socialiste, moi je suis un libéral. Si je soutiens Selou, c'est normal. Donc c'est normal que je soutienne Selou. Alors, vous voyez, quelle analyse vous faites de sa gestion à la tête du pays? Je pense que Alpha a fait ce qu'il faut. Pour gérer un État, c'est pas facile. J'ai compris que c'est pas facile. Hier, je pourrais dire n'importe quoi sur Alpha, mais aujourd'hui, non. Alpha fait ce qu'il peut faire. Et celui qui viendra aussi, il va avoir d'autres revendications sur la personne. Et je pense qu'il tient bon, il tient le coup, même si il n'a pas assez de pression. Il n'a pas assez de pression. Il n'a pas assez de pression. Je pense qu'il tient bon, il tient le coup et il fait ce qu'il doit faire, surtout l'établissement un peu de l'électricité, qu'on n'a pas vu autant de compter, il y avait des problèmes, etc. L'eau et tout ça, il y avait tellement de problèmes. J'ai vu qu'il y a quelques progrès qui ont eu lieu, il envoie beaucoup de progrès quand même un peu. Il faut reconnaître qu'il s'est battu comme il peut. Pour gérer la Guinée, ce n'est pas facile. Hein. Alors, s'il s'est battu comme il peut, est-ce que ça doit lui donner des ambitions d'un troisième mandat? Non, il doit respecter la Constitution. Ça, je le dis. Moi, je suis un démocrate. Alpha nous enseigne beaucoup de choses. Il nous enseigne beaucoup de choses sur la démocratie. Et je pense qu'il ne sera pas la toute première personne à piétiner sa démocratie. Et il est venu par une constitution, même si notre constitution est une constitution boiteuse, mais je pense que parce que notre constitution, je l'ai toujours dit, elle n'a pas été soumise à un vote référendaire. Ça peut être une porte d'ouverture pour Alpha? Non, il devait le faire, mais maintenant, c'est très malvenu. Celui qui arrive maintenant, après lui, peut le faire. Ça peut aller, parce qu'il va respecter les clauses des 2 mandats. Mais s'il le fait maintenant, nous rentrons dans une nouvelle république. Ce qui veut dire qu'automatiquement, il peut être candidat. Non, il doit respecter véritablement la Constitution, mais il doit s'arranger à ce que la paix règne en Guinée. Parce que ça ne va pas amener la paix. Vous vivez depuis longtemps dans un pays qui a été déchiré par une guerre civile, qui a fait 3000 morts. Les plaies encore sont assez fraîches du côté de la Côte d'Ivoire, mais il y a quelques similitudes peut-être avec quelques problèmes que nous vivons actuellement en Guinée. Ces histoires qui opposent les ethnies, on parle beaucoup plus actuellement en Guinée de régions, de communautés, d'ethnies. Quelle analyse ça vous fait? Est-ce que vous pensez que ce sont des propos dangereux? C'est une piste qui peut quand même amener le pays vers le chaos? Je pense que hier, je parlais un peu avec quelqu'un qui est très proche collaborateur d'Alassane. Je lui ai demandé de continuer la discussion avec Bédier. De continuer la discussion? Avec Bédier. Okay. C'est important. Vous savez, dans chaque camp, il y a des durs. Ce que je peux dire même que des intégristes et autres dans chaque camp. Mais je pense que la Côte d'Ivoire, Alassane a fait beaucoup. Il a fait assez de réalisations. Il s'est battu comme il peut. Il a équilibré véritablement l'économie. Les emplois ont été créés. Les Ivoiriens sont à l'aise. Et il faut continuer dedans. Et ça peut arriver, ces périodes de difficultés arrivent, mais il faut continuer. Il faut toujours continuer la discussion. La Côte d'Ivoire ne connaît pas trop le problème ethnique, mais c'est des problèmes de partis politiques entre le PDCI et puis le RDR. Même entre le FPI et le FPI. Il y a le FPI courant Afin Guessan, le FPI courant Abdraman Sangaré. Les deux ont fait les partis, ont fait le congrès au même moment. D'autres ont fait Abidjan, d'autres ont fait Abassam. Donc, vous voyez. Mais en Guinée, il y a ces problèmes ethniques. Voilà. Bon, en Guinée, ça c'est récurrent. Alors comment freiner cela? Ça peut être aussi un danger pour le pays. C'est dangereux, c'est très dangereux. Il faut que les Guinéens d'abord se sentent d'abord Guinéens avant de se sentir dans leur ethnie. Il faut qu'on soit d'abord Guinéens. Et si nous sommes Guinéens d'abord, je pense qu'on va oublier l'ethnie Peul, l'ethnie Soussou, l'ethnie Malinké. Ça n'arrange personne. Notre problème, c'est quoi? Il faut qu'on arrive à décoller. On n'a pas encore décollé en Guinée. Vous voyez, le Mali, ça a décollé. Depuis ATT, la transition, ça a décollé. Ils ont fait une très belle transition, le pays a décollé. Et en Guinée, on n'arrive pas à décoller parce qu'il y a des problèmes. Chaque fois, on maintient la rue, chaque fois, il y a des problèmes. Chaque fois, le président, il tient des discours guerriers. Vous voyez, il y a des problèmes de part et d'autre. Donc, il faut que les Guinéens s'asseyent pour discuter. Il faut s'asseoir pour discuter. Même dans ces conditions, si c'est le vient au pouvoir, dans ces conditions, il ne pourra pas dire la Guinée. Ça, c'est très difficile pour lui.
il faut d'abord s'asseoir pour discuter. Et ensuite, que les Guinéens choisissent celui qu'ils veulent. Nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Vous êtes optimiste quant à la tenue du procès du 28 septembre avant la fin du deuxième mandat du président Alpha Condé? Bon, enfin, de toute manière, je pense que... Parce que Toumba est incarcéré. Comme je vous l'ai dit, j'ai croisé. Moi, j'ai vu Toumba à Dakar. J'étais la toute première personne qui a dit que j'ai vu Toumba à Dakar. Je l'ai dit dans un de ces mouvements. Oui, je l'ai vu à Dakar. Moi, j'ai rencontré Toumba à Dakar. Je l'ai vu à Dakar. J'ai vu les lieutenants de Toumba à Dakar. Ah oui? Oui, je les ai tous rencontrés à Dakar. Je les ai vus. Mais comment ils ont pu sortir du pays après leur forfaiture? On les a fait sortir. Ils étaient manifestés. On les a fait sortir. Par la route, par la mer? J'ai su que Toumba est à Dakar il y a plus de 4 ans, 5 ans que je sais que Toumba est à Dakar. Oui. Toumba a toujours vécu à Dakar. Il a toujours vécu à Dakar. Il a été transporté par bateau jusqu'à Dakar. Par bateau? Par bateau jusqu'à Dakar. Il n'est pas passé par la route, c'est par bateau qu'il est arrivé à Dakar. Et puisque le camp Koundara a fait face à la mer? Ouais, c'est ça. Donc il est parti. C'est difficile, mais de toute manière, on laisse la justice régler ce problème. Vous pensez donc que le procès se tiendra avant la fin du mandat? Je crois. Ça serait difficile, mais je pense que ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça serait difficile, mais ce n'est pas impossible. 2020, vous avez des ambitions? Ah, bien sûr, oui. On verra bien. Parce qu'en 2015, vous avez promis d'être dans le jeu, mais vous n'avez pas fait. J'ai soutenu Sidia parce qu'on a eu des accords. Et en 2020? En 2020, je pense que mon parti va se relancer. On a mis le parti en veilleuse et maintenant, je pense que je vais prendre mon bâton de pèlerin et nous allons commencer. On va dégager les grands moyens. Il fallait qu'on trouve les moyens, nous l'avons trouvé. Et vraiment, on est prêt pour descendre sur le terrain. Et je pense que mon parti sera la 3e formation politique quand nous allons faire la déclaration. Vous avez quelques relations avec les ex-rebelles ivoiriens? Certains disent Idrissa Chérif, c'est l'ami des ex-rebelles ivoiriens. Quand on parle des Koria Kone, on parle de Ouattao. Tout de suite, on cite votre nom. Est-ce que c'est vrai? Oui, effectivement, Guillaume est un ami personnel à moi. C'est Guillaume qui m'a présenté à tout le monde. Sans savoir que Guillaume, je ne l'ai pas connu aussi comme ça. Je l'ai connu un peu longtemps, très longtemps avant tout ça. Donc c'est un ami, c'est Guillaume qui m'a présenté à Sidiki Konaté. C'est Guillaume qui m'a présenté à Ouattao. C'est Guillaume qui m'a présenté à Kone Zakaria. Aujourd'hui, j'ai dit qu'il y a un ami vraiment très proche de moi. C'est vous qui l'avez fait venir en Guinée. À un moment, on disait qu'il était présent sur le territoire guinéen. Non, il se connaissait un peu avec Alpha, donc il pouvait venir. Mais de toute manière, je savais quand il venait, il m'a dit qu'il venait, je partais voir le président Alpha. Est-ce que les Guinéens ont raison d'avoir peur que ces anciens rebelles viennent en Guinée? Non, c'est des militaires. C'est des militaires. Kone Zakaria, il était dans l'armée depuis, il a servi Bédier, il a servi Oufoué, il a servi Bédier, il a servi Gay. C'est eux qui ont renversé Bédier. En son temps, ce n'est pas des rebelles, mais ils ont fait la rébellion, mais c'est fini. Et c'est des soldats militaires. Les rebelles, c'est le civil qui prend la tenue, qui se donne des galons pour dire je suis commandant, parce que là c'est des militaires rebelles. Mais les autres, c'est des soldats de la Côte d'Ivoire. Un message aux Guinéens qui vous suivent? Enfin, tout ce que je pourrais dire à tout le monde, c'est que chacun m'a compris. J'ai dit quelque part de vérité. Vous n'avez pas tout dit? Sur la transition, on ne peut jamais tout dire. J'ai dit quelque part de vérité sur la transition, sur mon frère Amidalis, que je salue aussi en passant. Konaté aussi, qui n'a jamais coupé le pont. On s'appelle très souvent. Et il m'a même demandé si je pouvais venir rendre visite à Paris. Il a dit si j'ai le temps, je passerai. Bon, dans ce climat social, je n'aimerais pas m'interférer dans quoi que ce soit. Je pense qu'on doit amener la paix en Guinée, c'est important. C'est important. Surtout vers la fin du mandat du président, qu'on essaye de faire baisser un peu la pression, qu'on laisse le gouvernement Kassori essayer de développer ce qu'ils savent faire et on pourra les juger après, ce qu'ils feront. Et quant à moi, je pense que je vais me préparer bientôt pour entrer. J'ai parlé avec mon vice-président Dopavogui. Je lui ai dit qu'on va réveiller tout ce qu'il faut réveiller. Nous allons faire toutes les préfectures de la Guinée. Nous allons sillonner partout. Et on va essayer de s'implanter partout. Et on verra bien ce que nous devons faire en 2020. Et quand on va tenir notre congrès, on verra qui il faut présenter à l'élection présidentielle 2020. Et je demanderai au président Alpha d'avoir encore le dos large. Il a continué à avoir le dos large
Il a accepté ce qui est difficile en prenant ceux qui t'ont insulté hier, les mettre dans ton gouvernement. Travailler avec eux, vraiment, c'est salutaire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Chérif. C'est à vous que je dis merci. Et mes téléspectateurs, c'en est fini pour cet entretien. Je vous remercie de l'avoir suivi. À la prochaine avec d'autres programmes ici à Bamako. Merci.